Déjà, bonjour à tous. Enfin, bonsoir, d'ailleurs, c'est bonsoir. Merci pour cette troisième et dernière conférence autour de l'apiculture. Je voulais remercier déjà la médiathèque de nous accueillir pour parler un peu de ces enjeux qui sont pour moi primordiaux actuellement. Les enjeux des abeilles, de la pollinisation, de la biodiversité, voilà, c'est bien d'en parler et voilà, c'est une très belle thématique. Et voilà, n'hésitez pas, vous, après, je ne sais pas si vous êtes déjà venu aux conférences d'avant, mais en parler autour de vous et voilà, sensibiliser les gens. C'est une thématique qui est vraiment importante, même si on n'en parle pas forcément beaucoup, mais voilà, c'est par des petites actions comme ça que la médiathèque permet de s'ouvrir à ce genre de sujet. Je vais me présenter rapidement pour savoir un peu à qui vous avez affaire. Donc, je m'appelle Thomas Chauveau, donc je suis responsable de la communication au sein d'une entreprise qui s'appelle Ecodev. Je reviendrai dessus juste après. Pour ma part, mon parcours personnel, j'ai fait des études à la faculté d'études de biologie, sciences de la vie et de la terre. Donc j'ai pu un peu approcher toutes les thématiques liées à la biodiversité, à la biologie des organismes, donc aux abeilles. Voilà, j'ai travaillé également dans un parc zoologique à Nesle, en Seine-et-Marne. Je ne sais pas si vous connaissez ou pas. Si vous ne connaissez pas, vous irez voir sur internet et n'hésitez pas à aller faire un tour. C'est un super parc zoologique, voilà, où les animaux sont vraiment bien soignés. Ensuite, du coup, pour m'ouvrir à d'autres horizons, j'ai fait un master du coup, dans le développement durable. Donc, je ne sais pas si vous connaissez un peu la thématique développement durable. Bon, c'est une thématique qui est plus ou moins nouvelle, qui a eu son essor il y a entre 5 et 10 ans, qui commence un peu à se tasser en ce moment. Donc c'est pour ça que c'est bien aussi d'en parler et de relancer la machine pour qu'il y ait des choses qui soient faites en faveur du développement durable. Je vous rappelle d'ailleurs qu'à la fin de l'année, il y a ce qu'on appelle la COP21, la conférence des parties, donc qui va réunir un peu, je crois, 195 pays, il me semble, voilà, pour essayer de trouver un accord sur l'avenir du climat et voilà, ce qu'il faut mettre en place pour changer les choses et pour que ça avance et voilà, que l'avenir ne soit pas si sombre. Voilà, donc c'est aussi bien de faire ça dans ce contexte-là et d'en parler. Donc du coup, j'ai fait un master en développement durable en alternance du coup chez Ecodev où après j'ai été embauché. Et en fait, chez Ecodev, on a une société de conseil et de services en développement durable et on va accompagner les entreprises et les collectivités dans toutes leurs démarches de développement durable. Du conseil, à la mise en place d'actions concrètes comme l'installation de ruches, je reviendrai rapidement dessus, à la communication, parce qu'effectivement c'est passé par la sensibilisation, par la communication, pour éveiller un peu le plus large public aux enjeux du développement durable, de la biodiversité en l'occurrence, pour ce soir. Voilà, et donc chez Ecodev, du coup, comme je l'ai dit, on s'occupe un peu de la communication et de la sensibilisation, donc je fais beaucoup de sensibilisation avec mes collègues dans les entreprises, autour de la biodiversité et autour des abeilles, pour sensibiliser tous les collaborateurs, les décideurs à ces enjeux-là. Un des projets phares de notre société, c'est l'installation de ruches sur les toits, terrasses, jardins d'entreprise. L'objectif, c'est de faire un petit geste pour l'environnement, pour la biodiversité, mais bon, même si ça reste minime, mais c'est pas ça qui va nous importer le plus au final. Ce qui va nous importer surtout, voilà, c'est toute la communication qu'il y a derrière, la sensibilisation, la mobilisation, le rassemblement des collaborateurs autour de la ruche. Je vais vous montrer pour ça, je vais rapidement une petite vidéo pour que vous voyez un peu mieux ce qu'on fait et voir un peu le côté justement fédérateur. Et voilà, après j'arrêterai avec Ecodev et je vous parlerai plus du coup du sujet du jour, qui est du coup les bienfaits des produits de la ruche. Voilà, je vous laisse regarder, il y a un coup de son mais je ne vais pas le mettre. Je vais vous expliquer rapidement le temps. Voilà, c'est l'installation des ruches donc, sur les toits, les terrasses, sur les jardins des entreprises ou même en collectivité. Donc pour ça, on fait appel à des apiculteurs professionnels et nous, Ecodev, on s'occupe uniquement de la gestion un peu du projet, c'est-à-dire la relation entre les apiculteurs et l'entreprise, voilà, prévoir les animations de sensibilisation, etc. Donc ça bug un peu, je suis désolé, c'est un peu saccadé. Donc là, on voit les ruches qui arrivent. Donc ça paraît paradoxal, un peu comme ça, les ruches en entreprise. Mais voilà, je pense que depuis quelques années, il y a une certaine envie, voilà, une certaine envie, une certaine recherche de sens qu'on a un peu perdu avec la crise économique, avec l'évolution industrielle, etc.
on a vraiment, j'ai l'impression que les gens ont envie de retrouver un peu la nature, un retour aux sources, et de retrouver un peu les valeurs de la nature, et ça peut être des quêtes de sens, voilà, après s'installe. Donc voilà, ce que vous disiez tout à l'heure, il y a la partie sensibilisation, communication, où là on va amener les salariés sur les ruches, pour qu'ils puissent un peu voir comment ça se passe, et en même temps on va les sensibiliser un peu à la vie de la ruche, les bienfaits de la ruche, à la pollinisation, etc. Je vais arrêter là parce que ça bug, mais voilà, ça vous donne une idée globale un peu de ce qu'on fait en termes de biodiversité. Du coup, pour le sujet du jour qui est les bienfaits des produits de la ruche, je vais commencer par une petite question. C'est est-ce que vous savez ce que c'est que l'apithérapie? Pour vous, c'est quoi l'apithérapie? Quelqu'un se lance ou pas? C'est des soins. C'est des soins. C'est des soins ou des thérapies par la vie. C'est ça, en gros, c'est ça. Alors, je suis d'accord avec vous tous. Mais ce qu'il faut savoir, et c'est important de le savoir, c'est que on considère l'apithérapie comme une médecine naturelle, mais si on regarde dans le dictionnaire, on va ouvrir son Larousse, on va regarder l'apithérapie, ça n'existe pas. En fait, l'apithérapie, elle n'est pas dans le dictionnaire. L'apithérapie, en France du moins, elle n'est pas du tout reconnue au final dans la langue française, mais également en général, elle peut être vue un peu comme une médecine parallèle, un peu bizarre, ce qui n'est pas trop le cas. On verra que dans l'histoire, l'abeille et les produits de la ruche ont été utilisés depuis des millions, non j'exagère, mais depuis très longtemps. Il y a à peu près 200 thèses qui ont été faites de doctorat autour des vertus, des bienfaits de la ruche, autour de l'apithérapie. Donc quand même, on doit se poser des questions, peut-être dire qu'il y a quelque chose à faire et que ça serait intéressant de le reconnaître et puis de l'inscrire au Larousse. Et comme je vous disais, clairement ces pratiques existent depuis très très longtemps. Et les produits issus de la ruche. D'ailleurs, j'en profite pour vous poser une question. Pour vous, quels sont les produits issus de la ruche? Quand on parle d'apithérapie, des produits de la ruche, quels sont les produits issus de la ruche? Propolis, le bonheur. Alors le miel, on est d'accord, ça c'est le plus... La gelée royale. La gelée royale, la propolis, j'avais entendu. Le pollen. Le pollen. Il y a de la cire aussi. Exactement, la cire. Et le venin. Voilà, exactement. Bon, le venin, je vous montrerai une petite vidéo là-dessus. C'est un peu autre chose, parce qu'effectivement, c'est un peu plus discuté. Et voilà, c'est pas du... Pour le coup, l'apithérapie à partir du venin n'est pas du tout reconnue. C'est pas du tout reconnu par la médecine globalement. Donc pour revenir à notre définition d'apithérapie, qui n'est pas dans le dictionnaire, je vais quand même en donner une, à partir tout simplement du latin, donc apis, abeille, et thérapie, se soigner. Pour être plus précis, thérapie, ça veut dire soin. Donc apithérapie, c'est le soin par les abeilles, comme je disais tout à l'heure. Donc on a tous deviné, c'est évident, on en parle depuis très longtemps, ça existe depuis très longtemps, et pourtant, c'est pas dans le dico. C'est pas ce que c'est. Le correcteur d'orthographe, il a fait rouge à chaque fois. Voilà, exactement. Quand on a rédigé notre programme. Ah oui. Donc ça c'est plutôt en France, parce que si on regarde un peu ailleurs, si on regarde au Japon, si on regarde en Australie, j'ai pas tous les noms, mais si on regarde en Nouvelle-Zélande ou même en Angleterre, l'apithérapie elle est reconnue. Clairement elle est reconnue avec plusieurs branches d'apithérapie. Donc voilà, en France on est un peu en retard du coup de ce côté-là. Même à Cuba par exemple, c'est dans les cursus scolaires de médecine. C'est-à-dire pour eux c'est une vraie médecine, et c'est quand on fait médecine à Cuba, ça fait partie, l'apithérapie fait partie du cursus, et on apprend des choses sur l'apithérapie, sur les abeilles, et sur comment soigner à partir des produits issus des abeilles. Alors pourquoi on se pose la question. Si on regarde un peu ailleurs, encore une fois, si on regarde en Chine par exemple, on a la médecine naturelle en Chine, beaucoup de médecine naturelle, médecine traditionnelle, qui est fait par les hommes, pour les hommes. On prend en compte un peu l'humain, et c'est plus de la médecine finalement préventive. Enfin, pour moi, je considère que c'est plus de la médecine préventive. En France, on est plus dans le curatif, c'est-à-dire qu'on va soigner quand il y a des symptômes, on va se soigner quand ça va pas bien. Et en Chine, par rapport à ce côté préventif, ils utilisent beaucoup l'apithérapie et le produit des abeilles.
En France, nous, on est très curatif, et donc du coup, on utilise moins. Pourtant, le miel, clairement, est utilisable en préventif comme en curatif, et on le verra tout à l'heure. Est-ce que j'ai une autre petite question pour vous piéger? Non, pas encore, on va attendre un peu. Donc là, je vais juste lire le petit nom parce que c'est en Chine, donc les noms ne sont pas forcément très faciles. Donc c'est Shen Nong, dit le divin fermier, qui était le deuxième empereur mythique de Chine. Et on dit qu'il a apporté l'agriculture et la médecine, donc pourquoi pas. Et son œuvre principale, la pharmacopée médicale de Shen Nong, évoque le miel, le pollen et la gelée royale. Il y est écrit qu'il traite les mauvaises influences, compense les insuffisances des 5 viscères. 5 viscères, c'est la rate, les poumons, le cœur, etc. Je ne me rappelle pas tous. Le foie, les reins. Le foie, les reins. Ouais, c'est ça. Et aide le QI et répare le cœur. Voilà, c'est ce qui est dit dans ses écrits. Il soulage la douleur et désintoxique, débarrasse de 100 maladies et peuvent être mélangés avec des centaines de médicaments. Il renforce la volonté, contrôle l'organisme, conserve la jeunesse et prolonge la vie. Donc en Chine, ils avaient compris ça il y a très longtemps. Donc on se dit c'est bien, en Chine c'est plutôt, ils ont compris ça il y a longtemps, ils utilisent l'apithérapie. Et pourtant, paradoxe, c'est qu'en Chine, on a des zones, notamment à Sichuan, où il n'y a plus d'abeilles. C'est-à-dire que les hommes vont polliniser à la main. On a eu un film Ça, c'est bien. Vous l'avez vu, c'est dramatique et ça fait peur, donc on n'a pas envie d'arriver à ça. Je prenais l'exemple du poirier, des fleurs du poirier, mais voilà, ils pollinisent à la main. Donc, malgré ça, malgré leur prise de conscience sur l'importance de l'apithérapie ou l'utilité de l'apithérapie, avec nos nouvelles technologies, avec nos nouveaux modes d'agriculture, malheureusement, on les pousse à la disparition. Donc, la définition de l'apithérapie, on est plutôt d'accord, même si ce n'est pas dans le dictionnaire, on est plutôt d'accord, on va garder cette notion. Je reviens par rapport à l'histoire un peu de l'apithérapie, parce qu'on parle de la Chine, mais on peut remonter encore avant, encore plus longtemps. En Égypte, par exemple, il y avait un papyrus qui date de 1600 avant notre ère. Bon, les dates, je ne les ai pas retenues, vous m'excuserez. C'était assez longtemps. Qui rapporte de nombreuses préparations thérapeutiques. Donc déjà, ça date. Dans la formule desquelles, de ces formules thérapeutiques, on voyait apparaître du miel, notamment comme baume antiseptique. Donc dès cette époque-là, le miel servait clairement à soigner. Donc ça, c'est les Égyptiens, ok. Il y avait aussi chez les Grecs. Chez les Grecs, même dans la mythologie. Ça, c'est le côté un peu divin, un peu religieux du miel. Très longtemps, pour nous, le miel, les produits de la ruche, visiblement, c'était très... pour eux, c'était très ancré, c'était divin. Donc chez les Grecs, par exemple, on dit que Zeus, clairement, a été nourri à partir de miel. Et produit par les abeilles. Et le miel deviendra dès lors l'une des composantes de la nourriture des dieux de l'Olympe. Donc quand même, les dieux de l'Olympe, c'est pas rien. Donc ça, c'est pour Zeus. Après, du coup, vous connaissez l'ambroisie? Ça vous dit quelque chose? Oui. L'Astérix Obélix. Voilà, donc l'ambroisie, c'était la boisson divine et qui était faite à partir de miel. Donc voilà, le miel, il est là. Comment? C'est pas tellement bon à respirer, l'ambroisie. Donc voilà. Et on parle aussi de Dionysos, donc le fils de Dieu, qui donnera le miel aux hommes également, et Aristée, le fils d'Apollon, qui apprendra aux hommes l'art d'élever les abeilles. Donc dans les écrits, dans la mythologie, l'abeille est bien présente, les produits issus de la ruche sont bien présents, et en dehors de la mythologie, parce qu'il n'y a pas que la mythologie, on va rester terre à terre, si je vous dis Pythagore, vous me dites le théorème. D'accord, donc le carré, je ne me rappelle plus. Pourtant, le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Bon, c'est bien, un mathématicien, c'est chouette. Et pourtant, c'est par la voie de Pythagore, et c'est bon,
par la voix de Pythagore, que les vertus ancestrales du miel sont vantées. Donc je vous lis ce qu'il dit sur le miel. Cette manne divine, déjà c'est pas mal, qu'est le miel, nous apporte équilibre et santé du corps et de l'esprit. Donc venant de quelqu'un qui a découvert le théorème de Pythagore, voilà, santé de l'esprit, je veux bien le croire. Voilà, donc ça c'est pour les Grecs aussi. Les Égyptiens, les Grecs, après on a la Rome antique. Donc pour la Rome antique, clairement, ils consommaient un max de miel. C'était vraiment, ils adoraient ça. Soit sous forme d'eau mielée, d'hydromel, que vous pouvez connaître également, donc boisson au miel fermenté, ou du vin sucré au miel. Donc très amateur de miel aussi. Donc je vous note, c'est Pline l'Ancien, écrivain naturaliste roman du 1er siècle, donc auteur d'une monumentale encyclopédie intitulée Histoire naturelle, vers 77 après Jésus-Christ. Donc ça date. Il dit: le miel s'emploie avec succès pour la gorge, les amygdales, l'angine et tous les besoins de la bouche. Il est efficace contre les blessures, les morsures de serpents et empoisonnement par les champignons. Donc voilà, en Grèce, chez les Égyptiens, en Rome antique, voilà, c'est quand même assez ancré. C'est également ancré dans la tradition judéo-chrétienne, musulmane également. On va retrouver le miel dans les textes. Dans la Bible, je cite: la terre promise est un pays ruisselant de lait et de miel. On parle de manne céleste. Et dans le Coran, des fleuves de miel coulant au paradis. Voilà, ça c'est pour le côté un peu texte religieux. Et également chez les Mayas, c'était un animal domestique qui avait été confié à l'homme par Dieu, selon les Mayas. Et ils confectionnaient du coup une boisson fermentée avec le miel, qu'on appelait la balch, pour rentrer en contact avec les dieux. Donc voilà, on a toujours cette notion un peu divine, un peu religieuse, mythologique, qui est assez forte. Mais bon, à part ça, le miel leur servait aussi pour se nourrir. C'est aussi pour ça qu'on fait du miel aussi, c'est aussi pour le plaisir, il ne faut pas l'oublier. Et chez les Mayas, c'est l'abeille mélipone, je ne sais pas si vous le connaissez, donc c'est une espèce d'abeille qui a les yeux bleus, très jolie, qui n'a pas de dard, qui est très sympathique. Voilà, on a, nous, Ecodev, on a d'ailleurs un partenariat avec une fondation au Mexique qui s'appelle Melipona Maya et qui essaye de réintroduire cette abeille, donc l'abeille mélipone, l'abeille sacrée des Mayas, voilà, dans cet écosystème. Voilà. Et l'objectif, en plus de réintroduire cette espèce qui était là depuis très très longtemps, c'est aussi de pouvoir aider les communautés locales à leur trouver un nouveau métier, apiculteur, et pouvoir se développer. Enfin, un nouveau métier, sachant que c'était leur métier quand même d'il y a très longtemps. Donc je ne sais pas si vous avez suivi du coup les conférences d'avant sur un peu l'apiculture, sur les généralités sur l'apiculture. Bon, comme on parle un peu des produits issus de la ruche, c'est bien de refaire quand même un petit rappel rapidement sur l'abeille. Donc du coup, vous connaissez un peu la ruche, comment elle est composée. Donc vous avez un corps de ruche dans lequel sont disposés des cadres, où on va trouver les couvains. En apiculture, c'est la partie de la ruche qu'on va laisser tranquille, qu'on va laisser aux abeilles, qu'elles puissent se nourrir, etc. Vous avez ensuite des hausses qu'on rajoute en apiculture, des hausses aussi avec des cadres un petit peu plus petits, des cadres de cire, dans lesquels les abeilles vont venir stocker leur miel et que l'apiculteur va après récolter. Donc ça, c'est une petite passe rapide sur l'apiculture. L'abeille, du coup, son rôle majeur, c'est la pollinisation. Je crois que vous avez aussi eu une petite partie sur la pollinisation, donc je ne vais peut-être pas revenir dessus. Et on a été un peu dans le divin, dans le religieux. Il y a un truc qui m'impressionne moi, c'est la cire. C'est les alvéoles, en fait, les alvéoles de cire. Il faut savoir que les abeilles, elles sont génétiquement programmées pour faire des alvéoles, donc elles stockent le miel et également la reine pond des œufs, dans ces alvéoles qui sont en hexagone. Alors pourquoi en hexagone? Déjà, elles sont génétiquement programmées pour faire ça. C'est parce que grâce à l'hexagone, il n'y a pas de vide. Enfin, les abeilles, elles détestent le vide. Donc voilà, il n'y a aucun vide avec cette accumulation d'hexagones côte à côte. C'est des petites anecdotes. Et donc ça va former du coup une structure hyper régulière, sans vide et très résistante. Et en plus, qui va avoir des bienfaits sur la santé, on verra ça tout à l'heure.
Donc dans ces cellules, dans ces alvéoles, on va trouver donc, soit du miel qui a été stocké, on va pouvoir aussi trouver des larves. Donc les larves, on va avoir plusieurs types de larves. On va avoir les larves des abeilles ouvrières, donc c'est des femelles qui sont stériles, qui ne pondront pas d'œufs, qui vont se développer en 21 jours dans les alvéoles du coup. On va avoir les faux bourdons. Les faux bourdons, ce sont les mâles qui vont se développer en 24-25 jours, donc un petit peu plus longtemps, également dans les alvéoles. Ces mâles qui vont, on va leur demander gentiment de partir en fait. Les mâles faux bourdons ne sont pas très appréciés dans la ruche. Voilà, c'est une société matriarcale où globalement il faut des ouvrières qui taffent, qui travaillent. Et ensuite, on va aussi trouver les futures reines. Alors, les futures reines qui vont être, donc c'est des femelles qui vont être fécondées, qui vont pondre. Il n'y a que elles qui pondent, il n'y a que les reines. Les reines, elles vont se développer en 16 jours et elles vont être nourries à la gelée royale. Donc il peut y avoir plusieurs reines larves, mais une fois qu'elles seront arrivées à maturité, il y en a une qui va prendre le dessus et qui va zigouiller les autres. Parce que dans une ruche, il n'y a qu'une seule reine. C'est comme ça, il n'y a qu'une reine, c'est comme ça. Donc du coup, cette reine qui a survécu, qui a gagné sa place de reine, elle va, au cours d'un vol nuptial, se faire féconder par plein de faux bourdons. Et elle va comme ça accumuler le sperme des faux bourdons qu'elle va stocker dans sa spermathèque. Et tout au long de sa vie, elle va pondre, c'est jusqu'à 2000 œufs par jour, elle va pondre des larves, de futures ouvrières. Donc c'est pas facile, hein. C'est une vie assez compliquée. Donc tout au long de sa vie, elle va pondre des œufs pour donner des abeilles ouvrières. Du coup, je parle d'ouvrières. En fait, les abeilles, elles ont plusieurs métiers. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les différents métiers de l'abeille. On se lance ou pas? Vous pouvez rappeler rapidement. Alors, je vais vous le dire. Du coup, exact. Vous avez les nettoyeuses. Elles vont nettoyer. Vous avez les nourrices qui vont nourrir les larves. Vous avez les bâtisseuses, donc qui vont bâtir ces alvéoles qui vont bâtir la ruche. Vous avez ensuite les manutentionnaires, donc ça c'est qui vont aller virer les insectes morts dans la ruche, qui vont aussi un peu nettoyer finalement et qui vont aussi aider à bâtir. Vous avez les ventileuses, donc qui vont aider à réguler la température dans la ruche. Et vous avez les gardiennes de la ruche, importantes, pour protéger un peu le château. Et vous avez ensuite les butineuses. Et en fait, le métier des abeilles va changer en fonction de leur âge. Elles vont être d'abord, comme je vous l'ai dit, nettoyeuses, après nourrices, etc., jusqu'à devenir butineuses. Voilà, c'est le point culminant de la vie d'une abeille, c'est d'aller butiner, d'aller polliniser et de ramener, de fabriquer du miel. Je ne dis pas tout de suite de ramener quoi, on verra ça après. Donc dès leur naissance, les abeilles vont participer aux différentes activités nécessaires au fonctionnement de la ruche. Et donc c'est bien, les abeilles sont là, elles vivent. Est-ce que vous savez de quoi a besoin une abeille pour vivre, pour se nourrir? Elles se nourrissent de quoi, les abeilles? De pollen. Donc voilà, donc le miel c'est souvent ce qu'on répond, donc elles ne se nourrissent pas de miel. Enfin pas directement, elles vont se nourrir ce qu'elles ont besoin pour vivre, c'est du nectar, du pollen et de l'eau. Le nectar, ça va être le rapport en sucre, en haut. Le pollen, ça va être le rapport en protéines. Et l'eau, c'est le rapport en eau, on a tous besoin d'eau pour vivre. Et donc on va voir que ces différences de composition dans chaque produit de la ruche va avoir du coup des effets légèrement différents pour la santé humaine. Les protéines, c'est dans le soleil. Ouais. Donc, ce sont les butineuses qui vont être en charge de ramener ces éléments essentiels à la vie des abeilles, nectar, pollen et eau. Mais elles ne vont pas ramener que ça. Elles vont ramener d'autres produits. On verra après les produits qu'elles vont ramener et les bienfaits sur la santé. Donc, je vous ai dit qu'un des produits nécessaires, c'est le nectar. Donc le nectar, on va le trouver dans les fleurs.
dans les fleurs, les abeilles vont aller butiner, vont aller récolter ce nectar, vont le ramener à la ruche et vont le transformer en miel, en fait, par échange de bouche à bouche, en fait. Ça s'appelle la trophalaxie, et donc c'est un échange de nourriture qui va être ingurgité, réingurgité, et du coup on va avoir une modification dans le miel. En fait, on va avoir déjà de l'eau qui va petit à petit disparaître, et on va avoir le glucose et le fructose qui va se... Et en fait, on va avoir une concentration de plus en plus forte en glucose et fructose. Voilà, donc du coup, quand elles vont butiner, en fait, elles vont mettre ce nectar dans leur jabot. Et c'est entre jabots qu'il va y avoir échange, en fait. Donc, le nectar s'enrichit en enzymes, etc. On va le stocker après gentiment dans les alvéoles. Et là, les ventileuses, elles vont se mettre à battre des ailes, elles vont réguler un peu la température pour faire diminuer le taux d'humidité dans la ruche, pour faire évaporer l'eau qui reste dans le miel. Et à partir de là, quand on a, je crois, 18% d'eau, ça devient du miel que l'on consomme, nous, tous les jours. Alors, la composition du miel, et c'est là que ça devient intéressant. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est de l'eau à 17%, je dis 18, jusqu'à 20% max. Après, on va avoir du coup des sucres simples, glucose, fructose, autour de 30-40% pour chaque, donc 80% de sucre en globalité, donc une grosse concentration en sucre, et des sucres divers, à peu près 10%, et surtout des traces de pollen et d'autres composants, seulement 3%. Et pourtant, c'est dans ces divers composants qu'on va, même s'ils sont en très faible quantité, c'est ces composants qui vont jouer un rôle majeur à la base d'une grande partie des vertus, des effets bénéfiques du miel. C'est quoi ces traces de pollen et ces autres composants? Ça va être des vitamines, des minéraux, des oligoéléments, donc oligoéléments calcium, cube de fer, magnésium, potassium, sodium, phosphore, etc. Des flavonoïdes, on va voir après ce que ça fait pour la santé, des pigments divers, des protéines également, on a dit qu'on retrouvait des traces de pollen aussi, des enzymes et des acides aminés. Du coup, l'ensemble de ces éléments vont donner des propriétés bénéfiques pour l'homme. Donc pour le miel, c'est un excellent antioxydant. Donc on lutte contre le vieillissement. Les antioxydants, ça permet en fait aux cellules de vieillir moins vite, à l'ADN, aux chromosomes finalement, de pas mourir, parce que scientifiquement c'est pas beau, mais de se dégrader moins vite. Donc on lutte contre le vieillissement des cellules, et donc également, donc, comme je vous ai dit, comme on lutte contre le vieillissement des cellules, on va aussi limiter du coup l'apparition de cancer, parce que le cancer c'est souvent c'est des cellules tumorales qui vont en fait se dégrader très vite, les chromosomes vont se dégrader très vite, vont devenir tumorales et se multiplier indéfiniment, mais beaucoup se multiplier, créer des grosseurs, des tumeurs bénignes ou malignes. Donc du coup les antioxydants c'est principalement pour ça. Quels éléments sont antioxydants finalement dans le miel? C'est les vitamines et les flavonoïdes. Donc ça, c'est les deux éléments qui sont des facteurs antioxydants et qu'on va retrouver dans d'autres produits. Autre propriété, c'est anti-infectieux. On a des enzymes dans le miel qui sont appelées glucose oxydase, et qui ont des vertus antiseptiques. On a également d'autres substances, antibiotiques naturels notamment, et à l'état de trace qu'on va appeler inhibines. Donc antioxydants, anti-infectieux, antibactériens, tonifiants et stimulants également. Pourquoi? Parce que ça va permettre de renforcer les défenses immunitaires. Les défenses immunitaires, ça va stimuler les défenses de l'organisme vis-à-vis des microbes. Donc là par exemple c'est l'hiver, donc voilà. Je vous conseille une petite cure de miel, de pollen, etc. Dans la période.
Donc si vous êtes sensible à ce genre aux grippes, voilà, ce genre de choses, vous pouvez, pendant la période hivernale, du coup, prendre quotidiennement du miel. Voilà, c'est un conseil que je vous donne. Tous les matins, sur votre tartine de pain, du miel. C'est bon, en premier temps. Et en plus, c'est bon pour la santé. Du coup, ça permettra de mieux résister face aux attaques microbiennes. Alors, par contre, si vous prenez du miel tous les matins, il ne faut pas le chauffer. Faut pas chauffer le miel, il ne faut pas qu'il soit. Alors, c'est pas forcément le matin, on chauffe rarement le miel le matin. Par exemple, si vous mettez du miel dans votre préparation culinaire du soir, quand vous chauffez le miel, il y a du poulet, vinaigre balsamique qui est très bon. Bref, c'est une petite recette personnelle. En fait, on va perdre un peu, même beaucoup, des vertus bénéfiques pour la santé. Il ne faut pas le chauffer, il faut le manger froid et naturel. Même si on l'utilise dans des tisanes ou du thé qui est chaud, c'est déjà détruit? Déjà, on va perdre un peu de vertus bénéfiques. Bon, peut-être un peu moins que... les appuis sucrés des tisanes. Ouais. Mais après, c'est bon quand même, on a quand même des vertus qui vont rester bénéfiques, mais on va perdre petit à petit voilà, les composants, donc voilà, c'est pas l'idéal. Une bonne cuillère de miel le matin, juste du miel, et voilà, je pense que c'est très bien, surtout en cette période. Pour une personne qui est malade ou convalescente, ça va agir comme un véritable remontant. En fait, il va améliorer l'appétit, il va combattre la fatigue et l'anémie. Voilà. Le miel a la capacité aussi d'aider à la transmission de l'influx nerveux. Donc on est un petit peu plus, plus intelligent pendant quelques secondes. Voilà. Et ensuite, encore une propriété, je vous le dis rapidement parce qu'il y a vraiment beaucoup de propriétés et voilà, c'est pas forcément le plus important. Métabolique, enzymes et vitamines, du coup des propriétés métaboliques grâce aux enzymes et aux vitamines, encore une fois. Le miel va favoriser l'assimilation du calcium et du magnésium et va apporter du coup des vitamines B qui vont participer à la croissance. Donc le miel pour les enfants, c'est bien aussi. Ça va les aider, voilà, ça va améliorer leur croissance. Ça aide à la croissance beaucoup plus que du sucre de canne, du sucre blanc. Il y a des études scientifiques qui ont été faites. Le miel est meilleur pour ce genre de choses. Surtout qu'en plus le miel a un pouvoir sucrant qui est assez élevé, qui est supérieur au sucre de canne ou au sucre blanc, mais tout en apportant moins de calories. Ça, on va mettre un pouvoir sucrant élevé, ça va mettre moins de miel que de sucre, et on aura le même goût sucré. Voilà, c'est une petite astuce. Je vais remplacer le miel par le sucre. Le contraire. Le sucre par le miel, pardon. Donc, je peux vous montrer quelques produits qui sont faits à partir de miel. On a déjà des bonbons au miel, celle de viande, famille Marie. On a également des crèmes sous forme de crème. Là, c'est une crème main pour les mains sèches. Ça va également aider à hydrater les mains. Donc, souvent, le miel est associé à des huiles essentielles. Voilà, parce que ça va favoriser les effets bénéfiques. On a aussi sous forme de sirop. Ça, c'est l'effet tonique en fait. On va prendre ça et ça va nous donner un petit coup de boost. Et pareil, donc là c'est Tonactive, famille Marie, et on a également du coup des huiles essentielles. C'est vraiment beaucoup associé aux huiles essentielles. La composante B2 fait un mélange intéressant. On trouve également du ginseng, citron et pamplemousse, mais voilà, en un peu moins grande quantité. Alors en parlant du miel, ça a quand même été... il y a eu des études scientifiques qui ont été faites, et en plus il y a un professeur, un chirurgien, un professeur Descott, qui travaillait au CHU de Limoges, qui a, alors je vais vous donner les dates, de 84 à 2009, décédé en 2009, a utilisé le miel, c'est une autre propriété, pour la cicatrisation des plaies post-opératoires. Il utilisait juste le miel et ça marchait très très bien. Je ne sais pas si on n'a pas de connexion web. Non, pas. Enfin, on l'a quelque part par là. Bon, c'est ah pas oui, grave, mais c'est c'est sur les... Non. C'est pas grave, pas de souci. Donc c'est un grand chirurgien au CHU de Limoges, et donc il utilisait ça pour du coup les plaies post-opératoires et les escarres.
Et donc il a prouvé par l'expérience clinique qu'il utilisait ça tout le temps, et sur des milliers de cas, les propriétés cicatrisantes et antibactériennes du miel. Donc pareil, pendant la guerre, pendant les 2 guerres, on utilisait aussi le miel pour cicatriser, si on n'avait pas autre chose, et voilà, qui peut aider à cicatriser. Voilà, c'est un antiseptique, c'est un aide à la cicatrisation. Donc voilà, on peut utiliser aussi ce produit-là. D'ailleurs, ils font du panse à miel, donc du pansement à base de miel. Bon, alors celui-là, je ne vous le conseille pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est du miel, c'est juste du miel. Et sauf que on paye beaucoup plus cher. Oui, moi, c'est du miel normal, quoi. Exactement. Après, il faut prendre du bon miel. Il faut prendre le miel. Oui. Mais moi, justement, j'ai vu la marque que vous avez, là, la personne qui tient un stand dans les salons à Paris. On a fait un atelier, on mettait carrément le miel sur les mains et on se massait là. Bah, c'est ça, c'est exactement ce que je fais quand on... Voilà, c'est surprenant, mais pas bon. Ouais, mais voilà, ça en fait c'est vraiment que du miel. Donc, voilà. On n'avait pas, il y avait ça pas colle. Oui, ça colle. Alors ça, vous pouvez le manger aussi. Alors, ça paraît bizarre, on ne mangerait pas son pot de crème, mais ça on peut le manger. Enfin, c'est vraiment que du miel. Effectivement, ça colle, mais bon, c'est pour la bonne cause. Voilà, si on a une petite plaie, on peut mettre ça avec une petite compresse. Voilà, si on fait des pansements au miel, il faut bien penser à enlever les croûtes. Bref, mais ça c'est plus dans le technique. C'est voilà, faire dur en enlever les croûtes pour que ça puisse permettre de bien rentrer dans la peau et cicatriser plus vite. Donc du coup, oui. Excusez-moi, vous avez dit il faut prendre, parce que vous disiez autant prendre du miel. Exactement. Il faut prendre du bon miel. Qu'est-ce qu'on appelle du bon miel? Alors, on va éviter les marques distribution, Carrefour, etc. On va regarder les étiquettes et on va favoriser le miel de thym. Le miel de thym a voilà, des effets. En fait, j'y viendrai après. Vous avez plein de types de miel. Je vous expliquerai pourquoi. Et en fonction du type de miel, il va y avoir des bénéfices différents. Donc pour les petites brûlures, les coups de soleil ou la cicatrisation des petites plaies, du miel de thym, c'est l'idéal. Déjà, si vous prenez du miel de thym, c'est bien. Et après, c'est de prendre du miel de thym, voilà, vous savez d'où il vient, plutôt sur un marché où vous connaissez peut-être l'apiculteur, ou voilà. C'est trouver une astuce, mais faire attention au miel qu'on achète aussi, parce qu'il y a pas mal de miel qui n'est pas forcément... Bon, ce ne sera pas mauvais, mais voilà, il n'a pas forcément été... Ça va être un mélange de différents miels, voilà, ça peut être un miel pur. Il y a beaucoup de miel toute fleur, donc ça existe. Mais voilà, il faut se méfier du miel toute fleur, c'est souvent des mélanges de miel différents qui ne sont pas issus forcément de la même récolte. Enfin, voilà. Donc ce fameux professeur Descott a prouvé cliniquement que le miel aidait clairement à la cicatrisation et à la cicatrisation pour les brûlures, pour les plaies et pour les coups de soleil aussi. Et du coup, ces tests, en quelque sorte, mais c'était plus des tests, mais c'était rentré dans ce travail de tous les jours de M. Descott, ont été validés par une étude scientifique du CHU de Lomé, en fait, au Togo. On a d'autres propriétés pour le miel, calmante, diurétique, il y en a plein, il y en a vraiment plein. Je vous conseille d'ailleurs quelques livres, rapidement, avant de passer aux autres produits. Vous avez La santé naturelle avec l'apithérapie, les terres vivantes. Vous avez vraiment tout. En fait. Vous avez les différents miels avec leurs bénéfices. Donc vous avez le miel de thym, le miel de lavande, etc. avec leurs provenances, leurs caractéristiques, leurs propriétés pour la santé. Voilà, donc c'est un livre qui est vraiment chouette. Donc La santé naturelle avec l'apithérapie, terre vivante. Et après vous avez également le guide rustica de l'apiculture. Donc ça c'est vraiment c'est le gros pavé. Hein. Vous avez une petite partie sur l'apithérapie. Ça c'est la bible en fait des apiculteurs. Clairement vous avez tout pour débuter, pour tout connaître de l'apiculture. C'est le guide référence pour les apiculteurs, et dans l'apiculture c'est le guide référence à lire. Et dedans vous avez une partie du coup sur les bienfaits des produits de la ruche également. Donc comme je vous l'ai dit du coup, pour la cicatrisation c'est plutôt le miel de thym. Et en fait, effectivement, il y a plein de types de miel.
Le miel, l'appellation du miel de thym, miel de lavande, miel de châtaignier, miel de sapin, etc., ça va dépendre du type de fleur qui va être pollinisée. Alors globalement, il y a plusieurs fleurs qui vont être pollinisées et qui vont constituer ce miel. Mais en fait, on va prendre l'essence dominante. Et voilà, si on a, dans l'analyse pollinique, on voit que l'essence dominante, c'est le sapin, à 40%, on va appeler ça miel de sapin. Même si on retrouve à côté dans le miel des traces d'autres essences végétales, voilà, c'est la dominante qui va donner l'appellation. D'ailleurs, ça va se voir sur les miels, vous avez des miels de texture et de couleurs différentes. Tout ça, ça va dépendre du type d'essences végétales qui ont été butinées. Il n'y a pas que le nectar d'ailleurs qui est utilisé pour faire le miel. Les abeilles n'utilisent pas que le nectar. Elles peuvent aussi utiliser du miela. Alors le miela, ça peut être très sympa. En fait, c'est des excréments d'insectes ou de pucerons voilà, qui est aussi utilisé pour faire du miel. Donc on va choisir son type de miel en fonction des propriétés recherchées. Donc ensuite, deuxième produit de la ruche, donc le miel, ça c'est le basique, celui que tout le monde connaît, c'est le pollen. Donc le pollen aussi, je vais aller un petit peu plus vite, le pollen aussi a des vertus bénéfiques. Donc le pollen, vous savez, je ne sais pas si vous savez d'où il provient, ça provient des étamines sur les fleurs, en fait c'est les organes mâles de la fleur. Et quand les abeilles vont aller butiner sur les fleurs, elles vont récupérer sur leurs pattes du pollen. Et en allant butiner sur les autres fleurs, elles vont aller disséminer ce pollen pour la reproduction végétale. Il faut savoir que les abeilles vont assurer 80% de la pollinisation et que ces 80% de pollinisation représentent à peu près 35% de ce qu'on mange. Donc voilà, le travail des abeilles est hyper important pour la biodiversité et pour notre alimentation, en plus notre alimentation à nous. Donc il n'y a pas que les abeilles qui vont disséminer le pollen, il y a aussi le vent, il y a aussi l'eau, mais voilà, il y a quand même les abeilles qui font un travail important